Produit avec le soutien de la MDJS. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur Radio Ma'arif et je vous retrouve pour un nouvel épisode Icône. Et pour ceux qui connaissent, Icône, c'est un podcast où deux passionnés viennent nous parler de personnages ou de personnes qui les passionnent justement. Et aujourd'hui, j'ai avec moi un habitué de la maison, un habitué de Radio Ma'arif, Abdallah Baqil, et Mohamed Zouaq qui est avec nous aussi. Bonjour, bonjour. Je pense qu'aujourd'hui, on va avoir du très beau monde en tout cas. Je sais jamais qui veut commencer, alors à chaque fois, je lance la balle et que celui qui veut la prendre le Bien, fasse. je veux bien commencer. Donc, Très bien. Alors, je vais vous parler en fait du plus grand écrivain marocain d'expression française, qui est Driss Cheraibi. Et pour moi, c'est un élément incontestable, incontesté, et je suis prêt à en débattre avec qui que ce soit qui me dirait que quelqu'un d'autre a le niveau de Driss Cheraibi. Il me lance un challenge. C'est ça. Je trouve quelqu'un en langue française. Marocaine d'expression française. Si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il le dise maintenant, qu'il se taise à jamais. Exactement. Donc, je ne permettrai à personne de dire le contraire. Donc, Driss Cheraibi. Driss Cheraibi est un véritable génie de la littérature. Il arrive dans un contexte assez particulier et dès son premier roman, il explose les compteurs. Il se fait sa place. Son premier roman, c'est Le Passé simple. Cette histoire un peu conflictuelle, qui est un classique, on va retrouver par exemple cette thématique chez Najib Mahfoud, par exemple dans Toulatia, ce conflit entre le fils et le père, dans un environnement patriarcal typique du monde arabo-musulman. Du monde arabo-musulman, et en particulier du monde arabo-musulman, évidemment, de cette époque-là. Et ce roman fait beaucoup de bruit. D'abord, il a un immense succès, c'est magnifiquement écrit avec une plume particulièrement agressive, en même temps des pointes humoristiques très typiques de Cheraibiesque de cet auteur. C'est-à-dire, la thématique est lourde, et en même temps, elle passe justement à travers une écriture nerveuse et vraiment entraînante, sauf que le roman fait scandale au départ, parce qu'il paraît en 1954, et 1954, c'est avant l'indépendance. C'est intéressant d'ailleurs dans le parcours de l'auteur, parce qu'il est tout de suite critiqué, en particulier par les nationalistes marocains, sur la base un petit peu de... on ne scinde pas le front contre le colonisateur. Et donc, critiquer une part de la culture patriarcale du pays est un élément, peut donner raison à l'autre. Enfin bon, donc il arrive un petit peu dans ce contexte-là. C'est un peu une trahison. Le mot est lourd, mais c'est un peu ce qu'on lui reproche. Et pour lui, c'est impressionnant parce que l'année suivante, il sort un nouveau livre qui s'appelle Les Boucs, qui décrit la situation de l'immigration marocaine ou maghrébine en règle générale et en France. Et c'est extrêmement violent, c'est très violent. Et il se fâche en fait avec sa double culture. En 2 ans, il arrive pratiquement à se mettre tout le monde à dos en écrivant 2 romans magnifiques. D'accord. C'est-à-dire, sa culture d'adoption, c'est quelqu'un qui a fait la mission française. Enfin, il est vraiment à cheval entre les deux. Il est vraiment à cheval. Il a fait le MSID. Et a fini à la mission française. Donc, il est vraiment dans ce mélange des 2 cultures, et il arrive en 2 ans, en fait, à se fâcher avec les 2. Donc, à balancer leur vérité aux 2 cultures qui l'ont embrassé, qui l'ont accompagné. Et c'est un petit peu la caractéristique. C'est-à-dire, il a ce côté un peu franc-tireur, je fais ce que je veux. Et même en littérature, il fait un peu pareil. J'allais demander si c'était conscient. A priori, oui. Ah oui, c'est conscient. Oui. C'est-à-dire qu'on a vraiment le sentiment de quelqu'un qui se fiche complètement de l'opinion des critiques. Par exemple, Driss Cheraibi, pourquoi j'en fais, moi, le plus grand auteur marocain d'expression française, c'est qu'il n'a jamais versé, par exemple, dans cette espèce d'orientalisme un petit peu gentil, je ne sais pas si vous voyez à qui je fais référence, qui plaît bien aux Français, et c'est quelqu'un qui va écrire un roman. Celui-là même. Qui va écrire un roman. Oui, c'est celui-là. Oui. C'est bien celui-ci. Et qui va mettre des expressions en dérija dedans. Et il n'écrit pas pour un public francophone ou exclusivement francophone. Non averti. Et quand on lit, en partageant cette double culture, on le lit en français et qu'on a de la dérija, on a l'impression qu'il ne s'adresse qu'à nous. Il y a un espèce de refus de se plier à des règles éditoriales qui multiplieraient son succès. Et il est un petit peu comme ça tout le long.
avec pratiquement aucune concession. À ce moment-là, le monde culturel, littéraire, tout ça, il faut savoir que dans les années 50, 60, 70, le positionnement politique était obligatoire. Deli Chaloubi n'a jamais pris de position politique. Ni frontalement, ni même... Non, il s'en fiche. Ouais. Il ne revendique même pas le fait de ne pas prendre position politique. Non, c'est que ça ne l'intéresse pas. Ça le dépasse. Voilà, il est dans son truc. Et ce qui est extraordinaire dans ce parcours, dans ce parcours littéraire, c'est qu'il arrive il explore différents univers de la littérature. C'est pas quelqu'un qui a écrit exactement le même roman toute sa carrière. Il a fait du roman policier avec les aventures de l'inspecteur Ali, qui est vraiment le personnage local. C'est le flic qu'on connaît. Hein. L'inspecteur Ali, c'est vraiment le flic qu'on connaît, qu'on a croisé. Il fait appel à ça. Il n'hésite pas aussi à se moquer un petit peu de certains aspects. Il y a un passage, absurde. C'est la suite du Passé simple, c'est dans Succession ouverte, où le patriarche, donc son père avec qui il est en conflit, décède et il rentre au Maroc pour les funérailles et régler justement les questions de succession. Et il y a un moment qui est extraordinaire où il arrive, il est dans l'avion, ses voisins, c'est un couple mixte, en fait, donc un Marocain immigré avec son épouse française. Et là, il part un petit peu sur la conversation qu'ils ont dans l'avion, et puis ils arrivent à l'aéroport de cette époque, hein, c'est-à-dire c'est pas les 40 passages de sécurité, enfin bon, c'est un peu en plein air. Oui, c'est la gare. La gare routière. On a les gens accueillent pratiquement sur le tarmac les passagers qui arrivent. Et donc, il nous met dans ce contexte-là, et arrive un personnage sur un âne à toute vitesse, qui cravache son âne jusqu'à le corps, heureux, les larmes aux yeux, avec une interjection typique de Chenet, ou quelque chose comme ça. C'est vraiment et ça s'adresse à cet immigré qui est là avec sa femme européenne et tout ça. Et puis sa femme se tourne vers lui, mais je crois qu'il crie ton prénom. Non, je le connais pas. Et il arrive et il met à chaque fois, dans ses romans, il met ces petites touches comme ça qui sont assez, disons, qui sont justes, qui nous renvoient, qui nous parlent, et qui nous renvoient un miroir pas nécessairement flatteur de nous-mêmes sur nos comportements, qui le rendent vraiment unique. Il va aussi explorer l'histoire, avec beaucoup plus de succès. On parlait de ça, c'est un élément qui est très compliqué à faire. Pour une raison que j'ignore, au Maroc, on n'arrive pas à explorer notre histoire. C'est-à-dire les œuvres littéraires historiques ou les films sont souvent ratés. Une espèce de décalage. Lui, il n'a pas la prétention d'être dans l'exactitude historique, mais il part sur cette espèce de saga de la tribu des Aytiafelmen, de l'arrivée des Arabes à l'Andalousie, avec la nuit du printemps, puis c'était Naissance à l'aube par la suite, qui est passionnante. Ce roman, La mer du printemps, je l'ai lu, je crois que j'étais au lycée, et je me souviens de ne pas l'avoir lâché. C'est-à-dire que je l'ai commencé, et je ne l'ai pas lâché. C'est-à-dire, en prenant mon petit déjeuner, je le lisais, et ensuite j'allais en cours. Il y avait une pause de 5 minutes, je me replongeais dedans, qui capte complètement le lecteur qui entre dedans, qui n'en sort plus, qui est dans ce cocon de l'Israël. Tu pourras pas placer d'objection. Non, je suis d'accord. 100%. Non, je peux pas parler de Tarab Gelloun pour dire que voilà, c'est pas possible. C'est pas possible. Même si on a pu lire, mais bon, c'est vrai que non, Passé simple, malheureusement c'est le seul livre que j'ai lu de Chalabi. Le reste. Mais le reste aussi, c'est vrai que mon grand manque, c'est de pas avoir lu les books qui justement parlent d'une histoire très particulière qui me touche. Donc, mais le Passé simple, oui, ça a été une claque et effectivement, il a un style littéraire qui est unique et qui est probablement le meilleur de sa génération. Et il est sans concession. Les books, vraiment, les books, là, pour le coup... probablement. J'enlève probablement, d'accord. C'est mon goût pour l'euphémisation, mais oui, on peut l'enlever. Les books, ils nous plongent dans les bidonvilles, la misère sexuelle, vraiment une situation absolument horrible, un semi-esclavage un petit peu comme ça. Ça me rappelle un petit peu les livres d'Azouz Begag, mais ça arrivait peut-être plus tard que les books. Beaucoup plus tard, peut-être même qu'il s'en a inspiré. Le Gaune du Shabbat, parce que c'est aussi son histoire, parce qu'il a vécu en banlieue lyonnaise, et où justement il montre aussi cette misère dans les bidonvilles, parce que c'est la réalité des années 70, notamment, et comment ils ont découvert l'HLM.
Oui. Comment du bidonville, ils sortent du bidonville et ils découvrent l'HLM. Et en fait, on accède à la modernité. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, c'est devenu c'est un enfer, c'est les ghettos. Mais à l'époque, dans fin des années 70, début des années 80, c'est particulier. D'avoir une cuisine et des toilettes. Ce qui n'est pas et de plus marcher dans la boue pour rentrer chez soi. C'est amusant parce qu'on fait exactement le même parcours. On met des bidonvillois dans des sortes d'HLM avec les mêmes scénarios. Effectivement. Ça, c'est une autre histoire. Mais oui, je pense que cette icône est validée. Je ne vais pas faire l'affront à Abdallah de lui poser la question. Ça, c'est fait. Alors, on va passer à notre deuxième icône et c'est à Mohamed Zouak de prendre la parole pour nous la faire découvrir. Oui, je voulais vous parler de Naïman Sharqi parce que ça représente un petit peu, pour moi, la mère tendresse. Alors, probablement beaucoup d'auditeurs et d'auditrices seront d'accord avec cette qualification. Alors, c'est vrai qu'elle a une histoire très très longue, puisque je crois l'un de ses premiers films, en tout cas, elle a joué dans Casablanca Nid d'Espion, c'est en 63 déjà. Elle a commencé par le théâtre, me semble-t-il. Elle a fait du théâtre. Sûr, mais je crois que elle a une très longue carrière. Alors évidemment, un des grands films, c'est À la recherche du mari de ma femme, de Sid Saizi. Mais moi, je n'ai pas la prétention de parler de sa carrière au cinéma marocain. Mais ce qu'elle représente pour moi, c'est vraiment là, sa partie où elle était en France, où elle a été diffusée en France, où elle a eu une présence en France importante, puisque c'était mon petite adolescence, le début de mon adolescence. Nous alentours de 1990, je crois, sur la chaîne M6, toute jeune chaîne télévisée. Et c'était ce qu'on appelle aujourd'hui un sitcom, un feuilleton, 40 épisodes. Avec des rires préenregistrés. Voilà, un peu. C'est la famille Ramdam. Et c'était un peu un ovni pour le paysage médiatique français, puisqu'on n'avait pas l'habitude de voir des Maghrébins, une famille maghrébine, dans un appartement, un peu comme les sitcoms qu'on voit sur 2M, l'appartement fermé, le décor, un peu toujours le même décor, etc. Et donc là, c'est une famille maghrébine. Je me rappelle plus si on l'avait vraiment défini, de quelle origine, mais peu importe, c'était pas le plus important. On comprenait qu'en tout cas, il venait du Maghreb et même s'il y avait des mélanges de langues, ça passait. Et même si on n'avait pas forcément l'origine. Mais pour nous, jeunes Français d'origine maghrébine, on était contents parce qu'en fait, on se voyait de l'autre côté du miroir. On se voyait dans le petit écran. Et de manière régulière, c'était pas seulement un épisode, un humoriste qui venait comme ça, Smaïn, qui venait de temps en temps. Non. Là, on avait vraiment une famille qui ressemblait à notre famille, en fait. Ou qui ressemblait à la famille qu'on aimerait être ou qu'on s'imagine. La famille maghrébine type, entre guillemets, s'il peut y en avoir une. Et donc, Naïman Sharqi joue le rôle de la mère, avec, alors pour la petite histoire, il y a le fils de Glaoui qui jouait, Mehdi Glaoui, je crois, qui jouait le médecin, l'enfant un peu prodige qui est médecin. Donc là aussi, c'est un signe de réussite, c'était quand même important. 1990, il n'y avait pas encore une génération qui arrivait à maturité, qui occupait, j'allais dire, des postes de haute fonction. Donc c'est pour ça que je disais, c'est la famille maghrébine comme on aimerait devenir. Moi, par exemple, dans mon quartier, il n'y avait pas forcément de jeunes qui étaient devenus médecins à l'époque. Par la suite, il y en a eu. D'ailleurs, il y en a un qui ressemble beaucoup à Mehdi Glaoui physiquement et qui est devenu médecin. Mais cette famille, avec le voisinage, donc la voisine qui est française pour le coup, française de souche, et donc des interactions, de l'humour, de la légèreté. Sur 40 épisodes, bon, malheureusement, il n'y a eu qu'une seule saison. Je ne sais pas pour quelle raison. Il n'y a eu qu'une seule saison. Mais ça nous a marqué parce que c'était une manière où, à un moment où on se posait, où beaucoup de familles, où beaucoup de jeunes de seconde génération se posaient la question de qui sommes-nous? Eh bien, finalement, se voir à la télé, ou voir une famille type, entre guillemets, à la télé, eh bien, ça permettait de s'inscrire, finalement, dans cet imaginaire collectif, qui était à l'époque très marqué par la télévision, on est les enfants de la télé, pour le coup. Et donc, se voir Naïman Sharqi, qui clairement représentait je pense même dans sa vie personnelle, c'est-à-dire on a vraiment l'impression qu'elle maternelle. Oui, on avait vraiment l'impression qu'elle ne jouait pas un rôle, c'est-à-dire qu'elle est elle-même comme ça. C'est-à-dire cette tendresse de la mère de famille. Probablement, j'ai pas eu l'occasion de la rencontrer dans l'intimité, de discuter avec elle sur ce point-là, mais je pense que en tout cas ça transparaît, ça transpire cette sincérité, cette tendresse. Et pour moi, c'était vraiment, je pouvais voir ma mère. Et je pense que beaucoup y ont vu leur mère. Et peut-être qu'ils ont vu dans Mehdi Glaoui peut-être un rêve de ce qu'il pouvait devenir, quoi. Par la suite, parce qu'à l'époque, on était plutôt au collège et on aspirait peut-être à avoir des super métiers par la suite. Voilà, c'est un moment particulier, les années 90, où on est encore dans un entre-deux. Il n'y a pas vraiment une génération. Bon, il y a eu, bien sûr, la marche des beurs avant, donc ça commence à bouger, etc. Mais là, on est vraiment dans c'est l'arrivée des paraboles, début des années 90, d'ailleurs aussi,
où donc on est dans un entre-deux identitaire. Et d'ailleurs, c'est pourquoi je parle des paraboles, c'est qu'elle a elle-même animé aussi, juste après, plusieurs émissions, une émission sur Canal Atlas, qui était en fait un décrochage télévisuel satellitaire sur la RTM. À l'époque, elle s'appelait encore la RTM. Donc, c'était une sorte d'émission spéciale qui était produite par Khalid Qandili, ancien champion de kickboxing, je crois, ou de full contact. Et elle animait cette émission. Donc, elle représentait vraiment... C'était un petit peu celle qui allait nous passer le témoin entre la génération de nos parents, qui était arrivée dans les années 70, 80 peut-être, début des années 80, et puis nous, génération, qui devions justement faire notre place. Sur place. Dans la société française, de nous intégrer professionnellement d'abord, réussir scolairement, nous intégrer professionnellement. Et en fait, cette série, avec Naïm Al-Msharqi qui nous a accompagnés pendant toute cette décennie, c'était vraiment un petit peu comme une sorte de mère tutélaire ou de mère symbolique qu'on voyait dans le petit écran, voilà, la parabole ou bien M6, qui m'a accompagné en tout cas moi pour mon adolescence, que j'ai eu l'occasion de redécouvrir aussi quand je suis arrivé au Maroc. Mais c'est vraiment cette figure là que tu... qui reste dans cette mémoire d'adolescent avec cette émission qui est une vraie, ce feuilleton, un vrai sang nouveau pour nous. Alors même si après ça s'est un petit peu essoufflé, mais alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans Canal Atlas, où elle animait une émission, elle a reçu aussi toute la génération, ou ma génération justement, cette seconde génération, qui allait devenir par la suite, qui gravitait autour de Khalid Qandili et de Naïm Al-Msharqi, qui allait devenir par la suite très connue. Alors il y a... C'était en français pour le coup ? Je ne connais pas cette émission. Donc, elle parlait en arabe. Elle parlait en arabe, mais c'était assez libre. Okay. Alors, par exemple, Jamel Debbouze, il répondait plutôt en français. Khalid Qandili répondait en français, etc. Mais donc il y a eu Jamel Debbouze qui était invité dans cette émission. Il y a eu, c'est la génération aussi de Benzine, Rachid Benzine, etc., etc. Donc c'est toute une génération de franco-marocains qui ont gravité aussi autour de Naïm Al-Msharqi. Et elle a joué un petit peu ce rôle, je crois même qu'une fois Jamel Debbouze l'a dit comme ça, de maman, de mère, de tutrice, qui nous a, à la fois qui a maintenu ce contact avec le Maroc et qui a représenté aussi, je sais même pas si elle l'a voulu, si elle l'a pensé. Pour elle, c'était peut-être un rôle comme un autre, mais elle a joué le rôle en fait de cette mère qui était intégrée, puisque elle était dans un appartement, son fils était médecin, elle vivait en France, elle parlait un peu le français, un peu l'arabe, et puis elle représentait un petit peu nos mamans et notre devenir par la suite au sein de la société française. Et pour moi, voilà, c'est Naïm Al-Msharqi, c'est un petit peu une sorte de Madeleine de Proust. Je sais pas si c'est une icône, mais une Madeleine de Proust, c'est celle qui m'a accompagné dans mon enfance. Je pense que c'est une icône de toute façon dans son milieu ici aussi mais c'est intéressant de voir ce prisme-là. Moi, vu d'ici, parce que je connaissais pas son parcours, j'ai jamais pensé que Naïm Al-Msharqi était franco-marocaine ou issue de l'immigration. C'est-à-dire que moi j'ai vu dans les films. Elle n'est pas, d'accord. Mais elle a passé. Elle a eu ce rôle. Elle a joué ce rôle. Voilà, elle a eu pendant quelques années. Je pense même qu'elle a vécu en France pendant quelques années parce qu'elle avait ce rôle. Donc déjà 40 épisodes pendant les années 90. Donc elle a vécu pendant un certain moment. Je connais pas son parcours exact. Donc je sais pas si elle a continué par la suite à vivre en France. Je pense qu'elle a fait pas mal d'allers-retours, mais oui, parce que sa carrière après elle a continué ici. Sans être franco-marocain, sans avoir une histoire intime avec l'immigration, elle a été un symbole pour l'immigration. C'est ça qui est fort. C'est pour ça que je disais peut-être qu'elle ne l'a même pas conceptualisé, elle l'a même pas voulu. C'était peut-être pas prémédité. Mais elle a joué ce rôle par définition et aussi parce qu'elle animait l'émission et donc là aussi, en animant une émission, elle reçoit des gens et elle reçoit justement cette seconde génération de Marocains de France. Mais c'est à plusieurs que tu soulignes son naturel parce que c'est exactement ce qu'on remarque nous dans les films qu'elle a fait. Il y a différents types d'acteurs, mais c'est vraiment l'actrice qui ne surjoue pas, qui est vraiment dans son rôle et on a vraiment l'impression qu'elle l'a fait toute sa vie. C'est-à-dire qu'on la voit dans ces films, on a l'impression que c'est elle, c'est sa vie. Alors qu'elle change complètement de personnage, mais bon, on est convaincu. C'est une d'une bonne actrice au final. Mais c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. On a tendance à l'oublier comme c'est pas quand forcément. Ça surjoue parfois. c'est ça. Mais c'est drôle parce que à travers tous les épisodes d'Icône, on se rend compte finalement que les personnages et leurs œuvres, parfois quand il s'agit de cinéma ou de théâtre, tout finit par un petit peu s'entremêler. On ne sait plus qui est vraiment iconique. La personne, le rôle qu'elle a joué, ce qu'elle a transmis. Enfin, c'est drôle. Et puis c'est des... Comment dire, il y a aussi des histoires personnelles. C'est-à-dire que un livre ou un film, un feuilleton de la même manière, va nous marquer plus que les autres. Et donc, c'est cette relation-là, c'est la découverte de cette personnalité qui deviendra icône, mais par l'œuvre culturelle, pour le coup, parce qu'on parle d'œuvre culturelle. Et donc, c'est cette symbiose-là
particulière entre ce film ou ce feuilleton ou ce livre, le personnage qu'elle a joué, et puis ensuite son parcours par la suite. Mais quels que soient ces autres films qui vont nous marquer, c'est peut-être ce côté baptême avec le premier film, cette découverte et cet instant-là qui va nous marquer. Et donc on peut pas dissocier effectivement cette œuvre qui nous a permis de découvrir. Et probablement, c'est pour ça que je disais, moi je vais parler d'un pan particulier de Naïm Al-Msharqi. Probablement quelqu'un qui n'a pas eu cette histoire, enfin la même histoire que moi, va peut-être voir, peut-être que ça va être justement l'un de ses premiers films, parce que oui, ça l'a marqué, ou bien le théâtre, comme tu disais, c'est sa pièce de théâtre, parce qu'il l'a découverte au théâtre. Moi, c'est vraiment La famille Ramdam, où elle m'a marqué, peut-être que j'avais déjà vu des films d'elle, mais ça m'avait pas marqué, puis j'étais encore jeune ado, donc on oublie un petit peu les films qu'on regarde, on les regarde un petit peu comme ça, de manière un peu dilettante. Mais là, cette histoire-là m'a marqué. Alors pour la petite histoire, tout à l'heure, je parlais de Azouz Begag. Il a fait partie des scénaristes de La famille Ramdam, parce qu'il y a eu plusieurs scénaristes. Et 90, c'était aussi l'époque où j'ai rencontré Azouz Begag, puisqu'on avait étudié une œuvre qui était Béni ou le paradis privé. Et donc voilà, bon, c'est une petite histoire qui tourne un petit peu dans le même cercle, mais il a été scénariste de cette œuvre, et c'est peut-être ça aussi qui lui donne un certain cachet, un certain réalisme, parce que c'est aussi des gens issus de l'immigration peut-être un peu plus ancienne, qui ont permis à donner du réalisme, et peut-être à donner aussi quelques messages ou des lectures d'une immigration qui est là, qui est en train de s'installer dans la société française. Et puis aujourd'hui, on l'oublie, on a tendance à oublier l'effet et l'impact qu'avait la télévision, et surtout quand il s'agissait de feuilletons. C'est pas tout à fait le même parcours, mais quand on pense à Saadallah aussi et Khadija, on a grandi avec eux. C'était le tonton et la tante devant l'écran tous les soirs, et au final, oui, ils font partie de... Donc je peux tout à fait comprendre qu'elle soit en tout cas une icône vue par ce prisme-là franco-marocain. Et je pense que Abdallah a l'air de plutôt confirmer tout ça. J'approuve. Et c'est vrai que ce que tu disais concernant la télévision, le fait d'avoir aujourd'hui un accès beaucoup plus large est peut-être aussi un élément qui empêche l'apparition d'icônes, parce qu'on ne regarde pas tous la même chose. Donc du même coup, on n'a pas ces références communes. Mais c'est un peu la richesse aussi de toutes ces expériences, et c'est pour ça aussi qu'on était content de vous avoir et d'en savoir plus sur ces deux icônes, Naïm Al-Msharqi donc, et l'incontesté et incontestable voilà, meilleur écrivain marocain de langue française. Voilà, c'est dit. Voilà, tampon. Merci à vous. Merci. Merci. Produit avec le soutien de la MDJS.